Je m'appelle Edison Miyawaki. Je suis neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement à Harvard University aux États-Unis. Une voix générée par l'IA lit un script que nous avons écrit, afin que nous puissions traduire les 20 prochaines minutes dans d'autres langues que l'anglais. Dans cet exposé, nous examinerons des segments vidéo de démarche anormale pour en tirer des leçons qui pourraient organiser une approche de l'étude de la démarche. Les maladies que nous avons choisi d'illustrer sont rares, et nous empruntons des enregistrements aux publications qui sont citées dans chaque cas. La démarche vue ici est considérée comme caractéristique ou même pathognomonique d'une maladie rare. Mais que se passe-t-il si elle vous semble simplement étrange ou incompréhensible? Une approche utile consiste d'abord à décrire ce que vous voyez sans utiliser de terminologie médicale qui peut être inexacte. Par exemple, utiliser le mot « festination » avec sa connotation de parkinsonisme n'est pas tout à fait correct. D'un autre côté, dire qu'il a l'air comme s'il était fait de caoutchouc est mieux, car c'est plus utilement descriptif. Comme prochaine étape de votre processus de réflexion, vous pourriez vous demander: la découverte fait-elle partie d'un syndrome? L'examen neurologique élémentaire dans les CA de démarche en caoutchouc révèle souvent une faiblesse proximale des membres, généralement légère, et une neuropathie périphérique, souvent avec aréflexie. Les élévations de la créatine phosphokinase peuvent être frappantes. La découverte de 100 caractéristiques est l'acanthocyte, que l'on voit dans la micrographie électronique à droite, mais la recherche d'acanthocytes n'est pas toujours de mise dans les analyses de laboratoire et nécessite une expertise en méthodologie. Il existe d'autres associations dans les syndromes de neuroacanthocytose, qui comprennent pas moins de 4 troubles du mouvement distinct. Dans cette vidéo, nous mettons l'accent sur la démarche. Nous avons déjà rencontré 2 approches dans cette conférence. La première consiste à décrire ce que vous voyez avec un minimum de mots médicaux, si c'est possible. Une deuxième leçon peut être énoncée simplement: s'il y a une anomalie de la démarche, réfléchissez à la possibilité d'un syndrome neurologique composé, avec peut-être de nombreux autres positifs pertinents. Les neurologues apprennent tôt dans leur formation que la démarche éclaire souvent l'examen neurologique. Mais la marche n'est qu'une partie d'un phénotype, et un trouble de la marche peut se manifester différemment au fil du temps avec d'autres aspects d'un syndrome. Le prochain exemple, c'est un CA de neuroacanthocytose pour illustrer comment le phénotype de la maladie ne se limite pas à une perturbation de la marche. Cette vidéo illustre la saillie de la langue alors que la femme tente de manger un biscuit. Dans la neuroacanthocytose dite chorée, un problème d'alimentation dû à la saillie de la langue est caractéristique, tout comme la démarche en caoutchouc, bien que cette dernière puisse se développer plus tard. Par pensée syndromique, nous nous référons à une approche holistique qui, de plus en plus, dans les diagnostics contemporains, conduit à un rôle pour l'étude génomique ciblée ou complète. Nous reviendrons sur les associations de gènes à la fin de cet exposé. Un troisième cas intéressant provient d'une extraordinaire archive de films réalisée par Arthur van Geuchten, un médecin belge qui a vécu à la fin du XIXe siècle. Je vous laisse regarder le film quelques instants sans commentaire. On pourrait croire qu'il n'y a rien de mal dans la démarche de la femme pendant quelques secondes, mais un paroxysme se produit. Ensuite, elle se redresse momentanément, les pieds rapprochés, puis elle tombe au sol, mais est capable de se redresser et reprendre sa marche. Est-il vrai qu'une anomalie de la marche sera toujours la même lors de n'importe quelle promenade, à n'importe quel moment de la journée, sans aggravation épisodique ou toute autre variation? Les mouvements de ses bras et de ses mains sont-ils tout à fait normaux pendant toute la vidéo? Elle joint les mains la plupart du temps, alors peut-être est-il difficile de conclure quoi que ce soit sur les mains et les bras. Plus vous regardez, plus vous pourriez vous poser de questions, y compris la possibilité d'un problème non physiologique. Considérez cette illustration de démarche suivante par rapport à la précédente. Encore une fois, je vais laisser passer quelques secondes sans mots. Elle a 27 ans et marcher s'est montré un problème au cours de l'année précédente. Depuis son enfance, elle avait des problèmes d'élocution et de langage nécessitant une éducation spéciale. Elle ne marche pas tout droit dans le couloir. Son bras droit est fléchi la plupart du temps. Elle donne un coup de pied de sa jambe gauche alors qu'elle commence à se déplacer vers l'avant. Elle marche mieux à reculons, comme cela a été décrit dans les allures dystoniques. Pour définir le terme, une dystonie est une co-contraction anormale des muscles qui se traduit par une posture fixe, comme son bras droit fléchi. Elle peut courir droit devant, mais le bras est toujours fléchi. Le stress, l'excitation et même une maladie passagère aggravent sa dystonie. Selon ses proches, elle a des épisodes de battements au lit lorsqu'elle est clairement endormie ou lorsqu'elle est somnolente. Nous pouvons voir un troisième phénomène dans les dernières vidéos.
La variabilité au cours d'un seul examen ou au cours d'une journée de 24 heures n'équivaut pas à un problème fonctionnel. En fait, la variabilité peut être un indice pour un diagnostic correct, qu'il soit vraisemblablement non physiologique comme dans la dernière vidéo ou physiologique dans celle-ci. Le syndrome global que cette femme illustre, y compris le développement d'une perturbation de la marche des années après son histoire naturelle, est cohérent avec son diagnostic d'un trouble du mouvement lié à l'ADCY5, confirmé par des tests génétiques. Je fournirai des détails sur cette maladie rare plus tard. Une quatrième observation concerne quelque chose qui se répète au cours de la marche. Par exemple, dans une démarche normale, le bras se répète en fonction des pas effectués. Que voit-on dans cette vidéo? Nous l'avons choisi, parce qu'au début, nous pensions que les mouvements étaient juste bizarres. Mais bizarre n'est pas un adjectif utile. Il virevolte quand il marche. Il tourne dans le sens inverse des aiguillés d'une montre. Un mouvement du bras gauche, comme pour brosser ses cheveux en arrière, précède ses virages. Il se trouve que son anomalie de la marche s'est développée après un infarctus sous-cortical gauche. Considérez une description dans un article du début des années 1990, lié à ceux qu'on appelle la stéréotypie. Les auteurs décrivent des mouvements effectués de manière uniforme, souvent pendant de longues périodes, au détriment d'autres activités motrices. Les spécialistes parlent de l'inutilité d'un mouvement qui gêne les autres activités motrices, comme dans le virevoltant stéréotypé que nous venons de voir. Mais peut-être que les aspects répétitifs d'une démarche peuvent ne pas interférer du tout avec la tâche de marcher. Dans cette vidéo, il y a des fonctionnalités que nous pouvons essayer de détailler. Ses bras sont tenus à l'écart du corps. Elle bégaye des pas tout au long du clip. Parfois, brièvement, elle semble retrouver son équilibre en se penchant ou en se tordant d'un côté ou de l'autre. Il lui faut au moins 6 petits pas pour négocier un virage à 180 degrés. Alors qu'elle se dirige vers la caméra, elle lève les yeux vers le plafond. Ces fonctionnalités manquent-elles de but? Est-ce qu'ils empêchent-elles de marcher dans le couloir? Ou font ces mouvements, plutôt, partie de sa tentative de répondre à la demande de marcher en premier lieu? Comme la majorité des CA dont nous discutons dans cet exposé, son syndrome a un fondement génétique, en particulier un génotype de la maladie de Huntington. Mais le but du clip est de se concentrer sur la phénoménologie. Il arrive souvent qu'une personne ne soit pas consciente, et puisse même s'opposer à l'observation qu'il y a un changement ou une anomalie dans la posture ou la démarche. Les neurologues plus âgés comme moi avaient l'habitude d'examiner ce que nous appelions une démarche stressée, par exemple. Ce qui se passe lorsque l'on tente de marcher sur les côtés des pieds. L'idée était d'obtenir des résultats qui ne seraient pas observés autrement, comme un poignet fléchi d'un côté ou de l'autre. Nous avons appelé une telle découverte un signe d'émicorps mou. La marche du talon aux orteils est une méthode de test d'effort qui est encore routinière, utilisée le plus souvent pour provoquer l'ataxie, bien qu'elle révèle souvent d'autres résultats. Par exemple une inclinaison ou une inclinaison d'un seul côté. Le fait est que les anomalies de la marche peuvent être subtiles, comme l'illustre cette vidéo. Le bras droit fléchi attire l'attention, mais la démarche de cette jeune femme a-t-elle l'air normale? J'attire votre attention sur son pied droit par rapport à son pied gauche. A-t-on l'impression qu'elle marche presque sur l'extérieur de son pied droit ou que le pied droit se tourne légèrement vers l'intérieur lorsqu'elle marche? Dans la description originale de ce syndrome, une dystonie avec une variation diurne importante, nettement plus grave plus tard dans la journée, impliquait généralement une flexion et une inversion d'un pied pour commencer. La réponse à la lévodopa avec une amélioration de la posture et de la démarche était une caractéristique. Des études ultérieures ont impliqué un certain nombre d'enzymes associées à la synthèse de la dopamine. Parfois, une anomalie de la démarche peut être négligée. Ou parfois, il peut y avoir un problème très évident. Dans les 2 prochaines vidéos, je fournirai des exemples manifestes. Cette vidéo d'un enfant de 11 ans illustre un CA exagéré de marche sur la pointe des pieds qui porte le nom de marche de coq, comme celle d'un coq. J'ai choisi cette vidéo pour 2 raisons. La première concerne ce qui se passe lorsque les bébés apprennent à marcher en premier lieu. La marche sur les orteils dans laquelle le talon ne touche pas le sol est courante et normale dans l'apprentissage de la marche. Mais le développement ultérieur de la marche sur les orteils génère un diagnostic différentiel. Sur la liste figure la déformation dite équine, une sorte de pied tombant fixe, observé dans les hémipares spastiques après un accident vasculaire cérébral. Ce cas de marche du coq avec atteinte des 2 jambes fait penser à un spécialiste du mouvement de la toxicité du manganèse, comme cela se produit chez les soudeurs ou les mineurs, dans les situations où une drogue est contaminée par le manganèse, dans les CA de nutrition parentérale prolongée et dans les maladies chroniques du foie. Le transporteur transmembranaire du manganèse est fortement exprimé dans le cerveau, en particulier dans les ganglions de la base, et le foie. Une mutation héréditaire récessive du gène du transporteur du manganèse avec un taux élevé de manganèse sérique associé est responsable du phénotype observé ici.
Voici un autre SIAZ extrême et une maladie de différent chez une femme de 64 ans avec des antécédents de 3 ans de difficulté de marche progressive. La première partie de la vidéo ne peut pas être considérée comme une démarche. C'est un crawl, mais ce n'est pas lent. Avec un déambulateur, elle est capable de se frayer un chemin dans le couloir assez rapidement. Mais les jambes sont fléchies et toute sa trompe est inclinée vers l'avant. L'apparition dans cette vidéo et dans d'autres CA a fait penser aux gens à monter un cheval de loisir. Ou peut-être à la posture avancée et aux jambes fléchies de quelqu'un sur un vrai cheval. Now, what is the thing that bothers you most? Shaking. Now, what is the thing that bothers you most? La démarche de la dernière vidéo s'est développée tardivement au cours d'un syndrome caractérisé, avant tout, par un murmure qui résulte d'une dystonie laryngée. Il y a une histoire derrière la vidéo précédente. Les auteurs avaient suivi 2 sœurs, âgées de 2 ans d'écart, 17 et 19 ans, pendant plus de 3 décennies. Mais l'identification du gène responsable n'a eu lieu qu'après de nombreuses années. En fait, après que les 2 sœurs aient été diagnostiquées avec une maladie d'inhérente. Les résultats représentatifs de la résonance magnétique sont présentés ici. Il y a un changement de substance blanche dans l'image T2 à gauche. À droite, qui est une image T1, il y a un amincissement évident du corps calleux et du cervelet. D'autres résultats non indiqués par des flèches sont les ganglions de la base et l'atrophie du tronc cérébral. Cette slide résume les 2 vidéos précédentes et les images radiographiques. Dans le cas de cette dystonie génétique, des mutations de transmission autosomique dominante et de novo ont été décrites. La mutation responsable sur le chromosome 19 concerne la protéine tubuline, un composant majeur de la microtubuline qui s'exprime dans tout le cerveau, mais particulièrement dans le cervelet et la substance blanche. Nous devrions maintenant passer en revue plusieurs autres maladies génétiquement déterminées que j'ai utilisées dans cette vidéo pour illustrer les aspects de l'évaluation de la démarche. Comme je l'ai fait dans cette slide, j'identifierai une liaison génétique causale, le ou les modes de transmission et le produit protéique associé. L'intention de cette conférence n'est pas de suggérer que toutes les anomalies de la marche sont génétiquement déterminées. La grande majorité ne le sont pas. Mais nous voulons souligner comment la description d'un phénotype de marche peut orienter les diagnostics. La démarche en caoutchouc et l'acanthocytose sont associées à la neuroacanthocytose de la Corée. La liaison se fait avec le chromosome 9 avec transmission autosomique récessive, AR. L'acanthocytose a également été observée dans le syndrome de McLeod lié à l'X, dans la maladie de Huntington de type 2, et dans l'un des nombreux syndromes génétiques avec neurodégénérescence et accumulation de fer dans le cerveau. La leçon de l'homme en caoutchouc montre à quel point il est important de décrire de manière précise et utile. Intéressant. La Corée n'est en fait pas le mot qui s'applique immédiatement à la gestalt globale de la démarche que nous avons examinée. Or, la variabilité et la distractibilité sont liées, mais pas identiques. La raison pour laquelle nous recherchons la distractibilité dans un examen du mouvement est liée à la fréquence que la maladie fonctionnelle se produit. Les estimations vont jusqu'à 20% de toutes les évaluations de mouvement. Et les phénomènes fonctionnels coexistent souvent avec des troubles du mouvement, avec des déterminants physiologiques connus. Les raisons de montrer le cas de la jeune femme de 27 ans qui donne un coup de pied dans sa jambe pour marcher sont multiples. Premièrement, la variabilité éloigne la distractibilité. Il est à noter qu'elle avait des dyskinésies, des mouvements agités dans son cas, dans le sommeil et de la somnolence malgré le fait que la plupart des dyskinésies s'améliorent ou disparaissent pendant le sommeil. Deuxièmement, des variations peuvent survenir au cours de la vie, au cours d'une seule journée et même dans le temps d'une rencontre clinique. Troisièmement, dans la mesure où de nombreuses catécholamines, la dopamine ou la DA en particulier, sont impliquées dans la réponse au stress, il ne faut pas s'étonner que des perturbations de la neurotransmission en aval d'un récepteur, comme un récepteur DA striatal, puissent entraîner une aggravation paroxystique d'un trouble en période de stress émotionnel ou physiologique, comme c'est le CAS dans la dyskinésie associée à la dyskinésie ADCI5. Nous avons montré le pas saccadé de cette dame dans une discussion sur les aspects répétitifs d'une démarche. Mais il faut ajouter quelques remarques sur la variabilité génétique dans un phénotype de Huntington. Par exemple, le HDL de type 2 est généralement observé chez les parents d'origine africaine, y compris sud-africaine. Le mode de transmission est autosomique dominant. Le concept d'un phénotype de Huntington doit s'élargir lorsque nous pensons que le lien initial de la maladie de Huntington avec le chromosome 4, avec l'expansion répétée des trinucléotides CAG et l'expansion de la polyglutamine dans le produit protéique associé appelé Huntingtin, n'est pas l'anomalie coupable de HDL de type 2. De plus,
Un petit pourcentage de patients atteints de HDL de type 2 manifestera une acanthocytose, comme dans le CA de la démarche en caoutchouc. La jeune femme au pied droit tourné et au bras droit fléchi porte un diagnostic de dystonie sensible à la DOPA avec une fluctuation diurne caractéristique. Il existe de nombreuses associations génétiques, toutes liées à des enzymes impliquées dans la voie de biosynthèse de la dopamine, ou DA, dans le coin inférieur droit du schéma. Je ne nommerai pas toutes les enzymes et molécules, mais certaines méritent une mention spécifique. La guanosine triphosphate, ou GTP en haut du schéma, doit être convertie en tétrahydrobioptérine, ou BH4, un cofacteur essentiel de la tyrosine hydroxylase, TH. TH est l'enzyme limitant le débit pour l'ensemble de la voie. Les 8 gènes codant pour toutes les conversions enzymatiques peuvent subir des mutations, chacune associée à un trouble du mouvement avec variation diurne. De nombreux phénotypes associés, mais pas tous, peuvent être traités avec succès avec la levodopa. Le point principal de l'étude de cette démarche est d'illustrer que toute l'histoire ne peut pas être observée en un seul examen. 7 ans avant que la vidéo ne soit prise, son premier symptôme, que l'on pensait être de nature purement orthopédique, était une boiterie de la jambe gauche, et non de la jambe droite. Il existe des troubles de la marche dont la cause, si une seule cause est responsable, peut être localisée dans la partie basse de la neuraxie. Il s'agit notamment des myopathies, des problèmes musculo-squelettiques et des neuropathies périphériques. Au milieu de la neuraxie, on peut penser à des troubles rachidiens, vestibulaires et cérébelleux. En haut, nous sommes sous-corticaux ou corticaux. De nombreux troubles de la marche, en particulier ceux des variétés hautes et mixtes, sont difficiles à décrire nettement, tant par les patients que par ceux qui les évaluent. Ils peuvent varier selon les circonstances, sous l'effet du stress et même de l'examen, et avec le temps. En conclusion, nous pouvons résumer les leçons que nous avons tirées de l'étude des allures en vous montrant 5 erreurs et comment les éviter. C'est une chorée. Première erreur, première règle, décrire de manière descriptive. Ce n'est que de la chorée. Je veux dire que c'est juste de la chorée. Deuxième erreur, deuxième règle, regardez autour de vous. Recherchez un syndrome. C'est, et ce sera toujours, chorée. Troisième erreur, troisième règle, les choses peuvent changer avec le temps et les circonstances. Elle ne se répète pas, car c'est une chorée. Quatrième erreur, quatrième règle, les mouvements répétitifs peuvent être simples ou complexes. Si quelque chose se répète, vous devez constater que cela se répète. Et la répétition peut être pathologique ou non. Le patient sait qu'il s'agit d'une chorée. Cinquième erreur, cinquième règle. Le patient peut ne pas se rendre compte d'un problème, surtout lorsqu'il est subtil ou variable ou les deux, même pour l'examinateur. Souvent, il est difficile pour les gens de préciser le problème qu'ils ont, sauf par le biais d'une généralité telle que le sentiment d'équilibre. Il y a un addendum à la cinquième règle, étant donné l'avènement moderne des tests génétiques. Un phénotype donné est peut-être qu'une raison à étudier le génome. Nous espérons que cette courte vidéo vous aidera dans votre évaluation d'une promenade simple. Merci de votre temps et de votre attention.